Bonsoir à toutes et à tous. On est content, on se retrouve grâce à Midreshet Yuda Manitou. On se retrouve avec Georges Spira. Dernier cours avant Pessah. Donc moi, je vous dis déjà Pessah Kachav et sa mère pour ceux qui sont les fidèles de Georges Spira. Et je crois en fait que tu as pris peur, Georges, parce que tu nous as annoncé les pirates, mais il y a eu une manifestation tellement grande pour rester sur les Juifs du Maghreb que tu continues avec l'influence des Européens sur les relations de l'islam et du judaïsme. Bechavod. Merci beaucoup, Johan. Oui, tu as beaucoup d'humour. Un instant, mais ma machine intelligente en marche. Voilà. Bien, bonsoir à tout le monde. Vous avez beaucoup de courage d'arriver sur le Zoom malgré les bouchons en ville. C'est un grand effort, bravo. Et on espère surtout que toute cette histoire va se calmer et qu'on va retrouver le chemin de la sagesse et d'une bonne réflexion. Voilà. Alors, avant de commencer ce soir, j'ai quelques annonces parce qu'on a beaucoup de mauvaises nouvelles. Alors, moi, j'en ai des bonnes. Et c'est sympathique de pouvoir donner de bonnes nouvelles. Et alors, voilà. D'abord, il y a le mariage d'un petit-fils de nos amis Ruti et Yitzhak Birman. Alors, un grand Mazel Tov, le mariage a déjà eu lieu. Et puis, alors là, c'est un peu plus compliqué. Il y a, pour les familles Greenspan et Schleider, les fiançailles d'un petit-fils chez Dan et Anne-Sophie. Dan Schleider et Anne-Sophie Greenspan. Et puis, il y a également, pour André Greenspan, les fiançailles d'un petit-fils, un fils du Rav Ben Admon. Et puis, il y a pour les Schleider, il y a également des fiançailles d'un petit-fils chez Uri. Alors, voilà, c'est un petit peu compliqué, mais ça fait plein de bonnes nouvelles. Et puis, alors, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, alors moi aussi, j'ai la bat mitzvah de notre dernière petite fille, Shabbat prochain, Shabbat Agadol. Donc, je me dis Mazel Tov à moi tout seul. Voilà. Mazel Tov. On se sert. Mazel Tov, Mazel Tov. Merci, merci. Johan, tu me mets en grand, s'il te plaît. Mazel Tov. Voilà, merci. Bonsoir, Maxime. Voilà, c'est rien de bien important, mais bon, pour nous, ça l'est. Voilà, alors, un petit résumé de ce qu'on a vu la dernière fois, quand même, pour qu'on se remette un peu dans le bain. Nous avons vu que les Européens qui arrivent au Maghreb sont parfaitement conscients que les Juifs sont beaucoup plus ouverts au monde moderne, mais pour autant, ils jouent quand même la carte des Arabes, qui sont plus nombreux. C'est une politique assez traditionnelle. Cette minorité juive progressivement est gagnée par les Lumières, notamment sous l'effet de l'Alliance israélite, mais pas que, et se creuse un fossé social avec les Arabes qui progressivement ont un véritable sentiment de déclin et de perte de leur identité musulmane. Et en fait, il y avait un statu quo, parce que toute l'histoire des Juifs du Maghreb, elle est assez linéaire depuis la conquête de Mahomet, depuis le 7e siècle jusqu'au 19e. C'est là qu'au 19e et 20e, les choses vont vraiment changer profondément jusqu'à aujourd'hui. Alors en fait, ce statu quo entre Juifs et Arabes est ébranlé pour trois raisons. Premièrement, de plus en plus, les Juifs, un culot monstre quand même, font valoir leurs droits. C'est quelque chose d'incroyable, d'insensé. Ensuite, à la fin du 19e siècle, naît un nationalisme arabe matiné, coloré par l'antisémitisme européen importé. Donc, on devient anti-juif alors qu'avant, c'était un dhimmi. Et puis, les musulmans, les Arabes réagissent, ont une réaction anticoloniale. Et comme les Juifs soutiennent la colonisation parce qu'elle est pour eux synonyme d'accès à une certaine liberté, en tout cas à l'ébranlement du statut de dhimmi, la réaction des Arabes devient anticoloniale et anti-juive, évidemment. Alors, du coup, les Juifs ne s'investissent en aucune façon dans ce nationalisme arabe. Ils ont des prises de position politiques, parfois pas très évidentes, mais un petit peu à la marge. Alors là, dans le nationalisme arabe, il n'y a pas de place pour eux, clairement pas, puisqu'il est en totale opposition dans les rapports judéo-arabes. Alors encore moins, évidemment, après l'affaire palestinienne,
qui va commencer début du XXe siècle. Les Arabes ne supportent pas l'idée d'émancipation des Juifs. Ça, c'est une idée qui ne passe pas, qui ébranle vraiment des fondements. Après 1929, l'antijudaïsme musulman va se teinter nettement de la coloration du nazisme, notamment grâce à un très grand ami d'Israël, le Mufti al-Husseini, qui a fait des dégâts monstrueux dans le monde arabe jusqu'à aujourd'hui, et on en a encore les conséquences. En règle générale, depuis la naissance de l'islam, les Juifs étaient persécutés au nom de la foi, et uniquement au nom de la foi. Depuis notamment l'imam Moustawakil au IXe siècle, qui a édicté toute une série de lois pour ostraciser les Juifs. Mais voilà qu'au XIXe et au début du XXe siècle, vont se rajouter un tas de nouveaux problèmes. En plus, nous avons des problèmes sociaux. On a le problème de l'anticolonialisme, qui se retrouve donc avec l'antijudaïsme, et puis également un mouvement messianique musulman. On attend le Mahdi, vous le savez. Et donc, la combinaison de tout ça, plus l'antijudaïsme traditionnel, va mener à une campagne qui a comme volonté l'extermination des Juifs. Sauf que le colonel Mangin, colonel français, en 1912, écrase le mouvement anti-juif au Maroc et les choses se calment un petit peu. Ce qui est intéressant, et que nous avions vu aussi, c'est que cette attente du Mahdi, cette attente du Messie dans l'islam est encore exposée aujourd'hui, évidemment, mais les écrits contemporains précisent bien que le Mahdi ne viendra qu'après l'extermination de tous les Juifs. Et là, nous parlons d'écrits contemporains, de ce qui s'écrit aujourd'hui, et dans les journaux, et dans des livres. On y reviendra tout à l'heure. Alors, dans le monde chiite, je vous raconte ce qu'on a vu, nous avons vu que le juif, il est vecteur d'impureté, et ce qui donne des lois du type qu'on ne peut pas louer une maison à un juif parce que la maison deviendrait impure, l'interdiction des juifs de marcher dans la rue quand il pleut parce qu'ils souilleraient l'eau et la rendraient impure. Ça, c'est le domaine du chiisme. C'est moins le cas dans le monde sunnite. Par contre, de nouvelles accusations, et on va avoir toute une kyrielle là qui va apparaître, de nouvelles accusations se font jour. Bon, accusations de blasphème. Vous savez ce qu'a donné le blasphème des caricatures de Mahomet au Danemark. Vous pouvez vous imaginer au 19e ce que ça pouvait donner. Une accusation très fréquente. Nous allons voir pourquoi tout de suite. Également une accusation d'apostasie. Alors des juifs qui seraient convertis à l'islam et qui auraient quitté l'islam pour revenir au judaïsme, ça donne lieu à des procès célèbres, le procès à Tchouel, le procès de Batos Fez en Tunisie, ça je vous l'ai raconté. Ce qui est intéressant dans ces accusations de blasphème et d'apostasie, c'est un moyen très commode pour des concurrents musulmans de dégager un concurrent commercial ou autre, ou pour régler un différend personnel. Pourquoi c'est pratique? Parce que le juif, par définition, ne peut pas témoigner au tribunal, et les tribunaux sont complètement partiaux, ce que nous verrons d'ailleurs dans différents rapports et de l'Alliance, mais pas seulement aussi le consul français. Il n'y a pas de justice au Maroc et en général au Maghreb. Alors, il y a encore une nouvelle accusation qui se fait jour, qui n'apparaît jamais en Iran, je le précise. Et c'est assez intéressant, on trouve d'autres moyens d'accuser les Juifs, mais pas celle-ci. C'est l'accusation de crime rituel. Alors, elle apparaît, vous le savez, en 1840 à Damas, mais pas seulement. Elle apparaît en 1844 en Égypte, ensuite au Liban. Elle est systématiquement initiée par des chrétiens ou par des Arabes chrétiens, de façon systématique. Et parce que c'est une accusation qui n'existait pas dans le monde de l'islam, le crime rituel. Et un célèbre, un sinistre personnage que vous connaissez, Drummond, dès 1903, va rebondir sur ces accusations et les diffuser largement en Europe occidentale. Maintenant, je vous rappelle aussi qu'en 1840, c'est bien le Quai d'Orsay, ou l'équivalent du ministère des Affaires étrangères de l'époque, qui a provoqué une flambée antisémite en Europe en relatant l'histoire de Damas.
Donc Dumont s'empare de ces accusations, les diffuse en Europe, et il est relayé également par Barès, qui dans ses écrits reprend les mêmes accusations de crimes rituels. Et puis alors, il faut quand même comprendre que les Juifs sont responsables de leur situation eux-mêmes, par leur comportement, évidemment. Et ils sont arrogants, ils ont trop d'aplomb, à telle enseigne qu'en 1880, le premier ministre marocain déclare qu'ils oublient leurs conditions sujettes. Ils oublient leurs conditions de dhimmi. Premier ministre marocain, s'il vous plaît. Ils oublient la modestie, ils oublient la soumission. Les Juifs bousculent l'ordre traditionnel et les codes de relations entre Juifs et Arabes et musulmans, et voilà le fond du problème. Se joignent là-dessus un nouveau problème. C'est le problème des domestiques musulmanes dans les familles juives. Alors, on avait l'habitude d'avoir des domestiques juives ou juifs chez les musulmans, mais pas l'inverse. Voilà qu'il y a un nouveau problème qui surgit, et là, c'est très, très grave, parce que ce qu'on craint par-dessus tout, c'est pas tant le fait qu'un musulman travaille dans une maison juive, mais c'est qu'un soumis donne des ordres à celui qui était avant son maître. L'équilibre est rompu. La relation entre le dhimmi et le musulman est cassée. Et donc, c'est absolument inacceptable. En plus, se rajoute là-dessus un problème tout à fait nouveau dans la société musulmane, c'est que ces femmes qui travaillent dans des maisons juives, d'abord, elles ont un peu de revenus, donc une petite autonomie financière, et elles entendent et elles apprennent et elles prennent goût à un peu de liberté, ce qu'elles ne connaissent absolument pas. Évidemment, tous les schémas sociaux de la société musulmane, arabo-musulmane, sont ébranlés par cette situation. Alors, on jalouse les Juifs aussi. Tout ça sont des phénomènes nouveaux du 19e. Il n'existait pas avant, il n'y avait pas de jalousie, rien de comme ça. Simplement le dhimmi, point. Mais là, blasphème, apostasie, des employés musulmanes. Maintenant, on jalouse les Juifs, évidemment, notamment par l'alliance. Ils apprennent des langues étrangères, ce qui leur donne accès à une rapide ascension sociale, et les Arabes sont relégués au deuxième plan. Du coup, il y a des tensions à cause de l'enrichissement des Juifs. Là, ça, c'est un petit peu plus nouveau, notamment en 1937. Mais on jalouse les Juifs pour des choses beaucoup plus banales. Par exemple, à Mazagan, en 1945, ça c'est récent quand même, on jalouse les Juifs parce qu'ils reçoivent la farine blanche, alors que c'est eux, les Arabes, qui triment pour cultiver le blé. Et puis pire encore, ils reçoivent la farine importée d'Amérique qui est entièrement réservée à la fabrication des matzot pour les Juifs. Donc des jalousies sur des choses triviales de tous les jours, mais ça entretient un climat pas très sympathique. Il y a un nouvel élément qui rentre en jeu, c'est l'émancipation des Juifs par l'Empire ottoman. En faisant ça, les Turcs perdent beaucoup de leur audience, de leur autorité, de leur ascendant sur le monde musulman. Et alors on assiste à un phénomène nouveau qui va aller en se déployant, c'est que le principe était le principe de la Ummah, le monde de l'islam. Et il y avait une solidarité du monde de l'islam. Or voilà que maintenant, on rentre dans un nationalisme arabe, donc qui exclut les Turcs, les Ottomans, exclut aussi d'ailleurs les Perses, et on développe un nationalisme arabe qui comprend les Arabes musulmans et les Arabes chrétiens. Et ça, c'est un phénomène nouveau du début du XXe siècle. Résultat, les Arabes chrétiens vont s'empresser de prendre des livres violemment antisémites parus en Europe et vont les traduire en arabe. Les principaux thèmes antisémites apparus en Europe entre 1880 et 1910, alors vous allez me dire, oui, mais la Shoah, c'est autre chose. La Shoah n'est que l'aboutissement de thèmes antisémites qui sont nés au milieu du 19e. C'est toute une histoire que je ne vais pas vous raconter ce soir. Et c'est Wagner, ça vous le savez, mais c'est beaucoup d'autres personnes. Et ce mouvement a son apogée. Alors, il y a l'histoire du capitaine Dreyfus, bien sûr, mais à son apogée vers 1920, c'est là-dessus que Hitler viendra se greffer
à ce moment-là. Donc, tous ces thèmes sont importés dans le monde arabo-musulman et évidemment, ça ne va pas arranger nos affaires. Et puis, il y a encore un nouveau thème qui apparaît. C'est un réformisme musulman. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ce sont des musulmans qui veulent expurger le Coran de toute référence juive. Évidemment, ça pose un problème parce que ça diminue singulièrement l'épaisseur du Coran. Mais c'est un Coran alternatif. Voilà. En tout cas, on veut expurger tout ce qui est référence juive dans le Coran. Et puis, après 1930, il y a évidemment le colonialisme et la Palestine qui convertissent le juif en une véritable figure obsessionnelle de la conscience musulmane. C'est tout à fait nouveau. Ne vous trompez pas, c'est quelque chose qui n'existait pas. On est focalisé sur le juif dans le monde de l'islam. Et vous allez voir où ça va aller. Alors, arrive le fanatisme en Égypte, ce qui n'avait jamais existé. Il y a aussi un autre fanatisme en Égypte, c'est celui des Grecs orthodoxes, qui sont des concurrents des Juifs, très souvent, et qui vont initier justement ces accusations de crimes rituels. Il y a un autre antisémitisme très virulent, c'est celui des congrégations, notamment des dominicains, qui avaient à l'origine initié l'accusation de Damas en 1840. Ils continuent sur cette voie et sont très, très farouchement anti-juifs. Et pourtant, il y a eu au travers des siècles un côtoiement permanent entre les juifs et les chrétiens dans le monde arabo-musulman. Sauf que la chrétienté organisée, attention, organisée, c'est-à-dire ce maillage de tous les pays arabo-musulmans par des évêques, par des archevêques, etc., prend fin très tôt, dès le XIIe siècle. Alors, il prend fin soit par le départ des évêques, certainement par le départ des évêques, et par une conversion massive de chrétiens à l'islam sous la pression conquérante de l'islam. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de chrétiens en terre arabe, mais il n'y a plus de chrétienté organisée dès la fin du XIIe siècle. D'ailleurs, il y a un personnage, et c'est là-dessus qu'on avait terminé, qui s'appelle Ibn Taymiyyah, du XIIIe siècle, un théologien musulman très, très intégriste, qui appelait à la réduction des églises et des synagogues dans le monde arabo-musulman. Or, ce personnage, Ibn Taymiyyah, est aujourd'hui vénéré, aujourd'hui, 21e siècle, vénéré dans les milieux islamistes à travers le monde. Voilà, nous en étions là, et puis on va continuer ce petit chapitre. Alors, il y a des profanations de synagogues et de cimetières dans le monde arabo-musulman, plus en Perse que dans le reste du monde arabo-musulman, qui par contre, c'est assez difficile à évaluer, parce qu'en parallèle à ces exactions, il y a une véritable symbiose religieuse populaire entre les Juifs et les musulmans, par le rappel des saints, par des pèlerinages communs, même par des prières communes. Et il y a plus de profanation d'ailleurs dans les pays chiites, donc essentiellement en Iran, que dans le reste des pays arabo-musulmans. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que alors, cette symbiose, quand même, je dois préciser, c'est très important, ne concerne que les Juifs mizrahi, c'est-à-dire les Juifs qui habitaient les pays arabo-musulmans de mémoire d'homme. Ça ne concerne pas les Juifs séfarades, qui sont arrivés en 1492, tout ça vous le savez, mais qui n'en sont jamais arrivés à cette osmose avec la population autochtone. Donc ça, là, il y a un distinguo. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a ces profanations, il y a ces choses en commun, et ce qui est étonnant, c'est qu'en dépit du mépris de tout ce qu'on fait de mal aux Juifs, il y a, d'un autre côté, un profond respect pour les choses saintes, pour tout ce qui est kadosh. Et par exemple, à Mossoul, en 1911, des musulmanes apportent un enfant qui est gravement malade à la synagogue qu'on a ouvert spécialement pour elle. On a ouvert l'Aron HaKodesh pour que l'enfant embrasse le Sefer Torah, parce qu'on espère que ça va le sauver de sa maladie. Des histoires comme ça, il y en a des dizaines, ce qui prouve une entente, ce qui prouve
un terreau commun. Ça n'empêche pas qu'il y ait des exactions blasphématoires par ailleurs. C'est ce qui est très troublant dans toute cette situation. Par exemple, à Fès en 1909, Rosh Hashanah vient de commencer et 9 matelassiers, font des matelas, sont convoqués dans la maison du caïd pour un travail urgent. Alors évidemment, ils refusent, donc ils sont traînés de force dans la maison du caïd, fer aux pieds et obligés de travailler la nuit. L'histoire recommence à Kippour, même histoire encore une fois. Mais on va se rapprocher, 1948, septembre 1948. Plusieurs pachas marocains obligent les Juifs à travailler le jour de Kippour. Ça fait du barouf, ça fait beaucoup de bruit. Alors, il y a un rapport qui est envoyé par le général Lapara, c'est un Français, évidemment, c'est l'époque du protectorat, et qui fait état, écoutez bien, d'incidence locale de l'affaire palestinienne. Déjà à l'époque, nous sommes en 1948, et des pachas marocains obligent les Juifs à travailler le jour de Kippour. Donc là, il y a un mépris absolu. Alors, vous le savez, je l'ai déjà raconté, on ne respectait pas les cortèges funèbres, c'est la raison pour laquelle on enterrait les gens soit tôt le matin, soit de nuit, mais il n'y a pas que ça. Les cimetières juifs servaient souvent de dépotoir, à tel point qu'à Fès, on construit une clôture, alors que les cimetières étaient des terrains ouverts, on construit une clôture autour du cimetière en 1913. En Tripolitaine, un cimetière juif est mis en culture et l'intégralité des sépultures sont profanées. Mais il y a aussi des raisons de croyance. Par exemple, des rituels de purification. Chez les Kurdes, lorsque la pluie manque, on se rend dans un cimetière juif pour déterrer les derniers juifs qui ont été enterrés. Excusez-moi, c'est macabre. On leur coupe la tête qu'on jette dans le fleuve parce que ça fera pleuvoir et ça fera tomber la pluie dans la région. Donc, c'est une occasion aussi de profanation de cimetière pour de mauvaises raisons, évidemment, mais c'est ce qui se passe. Voilà. Alors, le résultat, d'ailleurs, de l'attitude des Kurdes, c'est qu'un certain nombre de communautés enterrent leurs morts dans la cour de la synagogue, avec tous les risques de maladies que ça risque de provoquer, parce qu'il y a quand même des décompositions, etc. Donc, ce n'est pas une bonne solution, mais c'est la solution pour protéger les dernières personnes qui ont été enterrées. Profanation aussi, évidemment, de rouleaux de Sefer Torah qui sont maculés, lacérés, brûlés. Certains vont servir d'ailleurs à fabriquer des selles de cheval pour des cavaliers, parce qu'on est mieux assis sur une page de parchemin, évidemment. On vole des objets de culte précieux. On jette des détritus dans la synagogue. En résumé, si vous voulez, la vie quotidienne des dhimmi, des Juifs, donc protégés, varie d'une zone et d'une époque à l'autre. C'est-à-dire que la même chose ne passe pas partout au même moment et dans les mêmes conditions. C'est l'incertitude permanente. C'est une existence enserrée entre tolérance et insécurité, avec quelque chose qui sous-tend les rapports, c'est un mépris absolu qui est permanent. Et cette vie est semblable dans tout le monde musulman. Insécurité et tolérance. On ne sait jamais où on en est. Et donc les gens vivent, et les Juifs vivent dans une peur permanente, ce que je vous ai dit, ce que disait Albert Memmi, ils n'ont pas peur, ils sont la peur. Ils sont la peur. Voilà. Alors, le psychisme musulman n'arrive pas à concevoir ni le juif comme un être semblable et égal à lui. Tout simplement, c'est incompatible avec l'islam. Et même quand les mesures de discrimination ne sont pas appliquées, ce qui est arrivé très souvent, le fond, la mentalité reste présente, demeure prégnant dans la mémoire collective qu'il s'agit d'un dhimmi, qu'il s'agit de quelqu'un qu'on méprise, même si on ne le fait pas.
Alors, on grandit dans l'islam avec cette idée que le juif est destiné par nature. C'est donc pas, c'est très important ce que je vous dis là. C'est pas l'islam qui le condamne à cette situation, c'est la nature du juif qui le destine à subir le mépris et l'humiliation. C'est profond, c'est profond. C'est pas, il n'y a pas de faute de l'islam. C'est la nature du juif. C'est Allah qui l'a fabriqué comme ça. D'ailleurs, nous allons voir tout à l'heure une illustration très matérielle. Alors, le mépris est une habitude de comportement, évidemment. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez les mains sales? Vous prenez un torchon, vous vous essuyez les mains. C'est tout à fait normal que quand on a les mains sales dans la rue, on les essuie sur le vêtement du juif qui passe à côté de soi. C'est normal, c'est naturel. Quelque chose m'échappe des mains, le juif doit le ramasser. Et s'il refuse, alors là, il fait preuve d'insolence. Et c'est grave. Il peut avoir des coups de bâton. C'est ça le mépris. Et c'est permanent. L'humiliation, c'est tellement ambivalent. L'humiliation n'est ni la règle, ni l'exception. C'est un risque permanent. Ni la règle, c'est pas constant, ça n'est pas exceptionnel non plus, c'est un risque permanent. Et notamment dans ce domaine-là, les enfants jouent un rôle. Je vous avais raconté l'histoire de ce Marocain, M. Galab, qui dit qu'on l'a élevé comme ça dans cette idée de mépris du juif. Jacques Taïeb a écrit un livre qui s'appelle « Société juive dans le Maghreb moderne ». Et il écrit dans ce livre « Le message central se résume à l'absolue nécessité d'humilier les juifs sans toutefois les traiter avec injustice. » Très, très étonnant, oui, mais ça correspond très exactement aux injonctions du calife Omar au 7e siècle. Ça remonte. Le calife Omar avait écrit « N'appelez pas les dhimmis par leur nom, vous devez les humilier, mais ne pas leur faire du mal. » C'est toujours la même histoire. Humiliation, mépris, mais pas forcément leur faire du mal. L'idée de faire du mal, elle a existé tout le temps, mais relativement peu. Mais elle s'est considérablement développée au 19e et au 20e siècle. Ces discriminations sont une réalité de tous les jours et contredisent d'ailleurs la littérature théorique orientaliste qui dit que oui, c'est vrai, c'est écrit dans le Coran, mais c'est de la théorie, ça n'est absolument pas pratiqué. Ce n'est pas vrai, c'est pratiqué. C'est pratiqué en permanence. Et c'est d'ailleurs la condition impérative pour que le juif ait le droit de vivre en terre d'islam. C'est la condition. Voilà. Pour pouvoir y vivre, parfois d'ailleurs aussi, il y est admis, bien sûr, mais parfois même, on l'apprécie et on l'aime. C'est pas linéaire. Il y a des moments très positifs, il y a des moments très négatifs. D'ailleurs, le vêtement qui a été imposé par l'imam Moutawakil dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un moyen également de mépriser le juif, mais pas que le juif. On impose, Moutawakil impose un vêtement jaune pour les juifs, bleu pour les chrétiens et rouge pour les samaritains, les chomronim, à l'époque. Mais au 19e siècle, les juifs du Maroc sont obligatoirement habillés de noir. C'est le vêtement distinctif des juifs. C'est une règle rigoureuse, y compris dans les campagnes éloignées et dans la classe profonde. Habillés de noir. L'interdiction des chaussures pour les juifs va perdurer jusqu'au début du XXe siècle. Alors quand ils sont pieds nus, on leur jette des débris de verre, des charbons incandescents, ah, évidemment ça fait mal, et on rigole de les voir danser parce qu'ils ont mal aux pieds et qu'ils se brûlent les pieds. Ce qui est intéressant, c'est que l'interdiction des chaussures ou l'interdiction de monter à cheval relève exactement de la même idée. Il s'agit d'empêcher réellement ou symboliquement le juif de s'élever. Quand il met des chaussures,
il marche sur une surépaisseur de 3 mm, ce n'est pas très important, la semelle, mais symboliquement, il s'élève. Monter à cheval, évidemment, c'est pareil, et il n'est pas question qu'un juif puisse s'élever dans la société musulmane. En 1948, au Yémen, un petit gamin juif dans la rue, et puis il passe une jeep avec un soldat américain qui dit « Viens, je t'emmène faire une promenade en jeep ». Alors, le gamin est tout heureux, il monte dans la jeep, on fait une petite promenade. Il est emprisonné après pour être monté dans la jeep de ce soldat parce qu'il est sorti de sa condition. 1948. Il y a pas séjourné des années, je vous rassure. Mais quand même, le principe est là. Il est inacceptable que le juif sorte de sa condition. Et alors, un musulman ne peut pas servir un juif. D'ailleurs, je vous signale qu'au XIe siècle, en Europe occidentale, le concile de je ne sais plus lequel a également édicté que les chrétiens ne devaient pas servir les juifs. Donc, c'est rien de nouveau sous le soleil. Donc, un musulman ne peut pas servir un juif. Et en 1880, à Marrakech, tellement vieux quand même, 1880, Jacob Dahan, un homme de 70 ans à l'époque, c'est vraiment un âge très avancé, est littéralement cloué au sol avec 2 clous et battu jusqu'à ce que mort s'en suive. Quel est le crime qu'il a commis? Eh bien, figurez-vous qu'il a hébergé et nourri une femme musulmane pendant la famine de 1879. Et pour le remercier de l'avoir nourri et hébergé, elle lui a fait un peu le ménage. Mais ça, ce n'est pas acceptable. Et cet homme est mort, alors qu'il a porté secours à une femme musulmane. D'ailleurs, tout le monde le sait, un juif qui a une mauresque à son service doit être brûlé. Ce sont des édits de 1880. Doit être brûlé. Autre chose, il est diffamant de payer un loyer à un juif. Pas normal. C'est impensable. D'ailleurs, dans le même esprit, je vous signale que les familles musulmanes qui habitent les maisons juives de Chouafat ont toujours refusé de payer le loyer qu'elles devaient payer, qui est très modéré, entre autres en se basant sur ce principe. Entre autres. Chouafat, c'est-à-dire Shmuel Anassi. Voilà. C'est une parenthèse. En 1937, nous sommes dans des époques récentes, le Glaoui de Marrakech interdit aux musulmanes de travailler dans des maisons juives. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous disent « Oui, mais moi, à la maison, on avait une Fatma, et elle faisait plein de choses. » Et c'est vrai, mais il faut savoir qu'il y avait des menaces là-dessus. Ça se faisait, ça se pratiquait, mais selon les régions, selon les villes, selon le pacha, selon le sultan, c'était accepté ou ça ne l'était pas. Alors, début du XXe siècle, nos braves juifs, qui sont constamment sous pression, rejettent de plus en plus l'oppression, sous l'effet de l'enseignement de l'Alliance israélite, d'une part, et d'autre part, grâce à la protection coloniale, la protection du protectorat. Ainsi, ça c'est déjà encore un peu avant, le protectorat, en 1906, un club juif s'ouvre à Casablanca. Ah, c'est une grande nouvelle. Ah, précisez quand même que les juifs étaient interdits d'accès dans les clubs européens. Quand même, il ne faut pas exagérer. Mais bon, un club juif s'ouvre à Casa, et ça a l'air de rien, mais c'est le début d'une vraie prise de conscience d'une dignité individuelle, du respect d'une personne. Et ça, les Juifs, petit à petit, vont l'intégrer. Autant je vous avais dit qu'ils avaient complètement intégré leur situation de dhimmi et finalement la trouvaient normale. Et là, voilà que maintenant, ils se réveillent tout doucement et prennent conscience que ce sont des êtres humains comme les autres et qu'ils ont des droits et une dignité. Alors, ils n'ont pas été… Ça existe déjà depuis un petit moment. Par exemple, il n'y a pas beaucoup d'exemples comme ça, la communauté juive de Zarqo, en Irak, près de Mossoul. Alors là-bas, ça c'est une petite ville, il y a 5000 juifs, il y a 5000 habitants, dont 2000 juifs, donc une forte minorité, une communauté qui est riche, qui est influente, qui n'a jamais tremblé devant les musulmans. Et pourtant, nous sommes en Irak.
Ils ne se soumettent pas plus aux décisions du cheikh, ils sont complètement indépendants, parfaitement conscients de leurs droits et n'hésitent pas à déposer plainte et à défendre leurs idées. Ils se réclament d'idées plus modernistes, évidemment, et se défendent vaillamment. C'est exactement l'exemple que l'Alliance israélite veut essayer de faire passer dans la population et d'insuffler aux élèves du Maroc. Ça se passe à Marrakech en 1909. 1909, c'est au même moment où on interdit aux musulmans de travailler sur les juifs. Donc, il y a des rivalités. On se frotte, on se cherche, on se tourne autour, mais ça va exploser à un moment. Alors, il y a une contradiction entre la présence européenne qui, d'un côté, apporte l'oppression sur les, entre guillemets, sur les Arabes, mais enfin, oppression quand même, ils sont occupés, donc ils ne sont pas contents, et la libération, ou un peu de libération pour les Juifs. Nos Européens sont bien antisémites, mais enfin, le système du dhimmi, quand même, ça ne passe plus en Europe. D'un côté, et de l'autre côté, une société musulmane complètement figée, bloquée dans son code d'honneur. Et ça, ce n'est pas un mot gratuit. Il y a un honneur musulman, il n'a pas les mêmes critères et les mêmes références peut-être que les nôtres, mais il y a un code d'honneur et il est bousculé. Alors en plus, là-dessus vient se greffer à partir de 1920 le sionisme, et ce sionisme va constituer un facteur déterminant de l'émancipation des Juifs du Maroc, facteur aussi important que celui apporté par l'Alliance israélite vers 1860, donc une soixantaine d'années auparavant. Et voilà que maintenant le sionisme redonne une fierté à ces Juifs du Maroc qui partiront massivement, vous le savez. Alors, toute cette histoire des Juifs du monde arabo-musulman, elle commence dans ce qu'on a appelé l'âge d'or espagnol, mais qui en fait est un faux âge d'or espagnol. On l'a appelé âge d'or parce qu'il y a eu des échanges, et on a vu tout ça, je ne reviendrai pas dessus en long en large, mais parallèlement à des échanges intellectuels qui ont eu lieu, c'est vrai, parallèlement à quelques Juifs de cour arrivés très très haut, les Juifs n'étaient pas toujours à la fête non plus à l'époque de l'âge d'or espagnol. Et on arrive à l'autre bout, à une légende noire qui parfois est excessive aussi, contemporaine, et qui se déroule en Afrique du Nord. C'est une histoire très complexe, une histoire faite d'étrangeté, de rejet de l'autre et de familiarité en même temps, de cousinage, d'amitié et en même temps d'un mépris de fer absolu, de symbiose entre les différentes communautés, mais par contre, pas d'échange trop étroit, pas de mariage, ni de relations. Par contre, très souvent, en dépit du mépris, des relations très courtoises. C'est complètement ambivalent, c'est complètement schizophrénique. Le judaïsme d'Orient a été bien mieux immergé, et beaucoup plus et bien mieux immergé dans son monde environnant et son monde culturel environnant que le judaïsme d'Europe. Ça, c'est fondamental. Les Juifs du Maghreb, je parle bien des Juifs mizrahi, je ne parle pas des Juifs séfarades, ont été totalement intégrés dans leur culture ambiante. Ils étaient d'ailleurs présents là bien avant l'islam, mais le judaïsme était présent en Europe bien avant la chrétienté aussi. Pour autant, le judaïsme d'Europe n'a jamais été intégré dans la communauté européenne. Ce qui n'est pas le cas du judaïsme du Maghreb, avec toutes les nuances que je vous ai dites. Ce sont des relations ambiguës, faites de nuances, de codes, de non-dits, mais qui s'appliquent et qui se pratiquent. Citoyens de seconde zone, oui, mais cousins culturels. C'est très curieux. Alors, encore une fois, c'est le fait des communautés anciennes. Au Maroc, Maroc profond, au Maroc de l'Atlas, en Irak, au Yémen, en Syrie, voilà. Et d'ailleurs, un rapport de l'Alliance israélite de 1929 de Safi dit la chose suivante: nos enfants vivent essentiellement dans le milieu arabe. C'est très clair. Les Juifs sont présents aussi dans la culture arabe. Et je vais vous donner un exemple tout à fait parlant, qui ne se termine pas très bien d'ailleurs.
c'est celui de Salima Mourad. Certains d'entre vous connaissent peut-être. Ces dates, c'est 1905-1974, qui a interprété plus de 500 chansons en arabe en Irak, écrites par des musiciens juifs. Alors, finalement, elle finira par se convertir à l'islam en 1953 pour épouser un chanteur musulman. Ça, c'est la chute moins sympathique. Mais cette femme juive, une femme qui chante en Irak, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Je m'excuse. Voilà. Alors, il y a beaucoup de rapports de l'Alliance israélite. Je vous ai raconté les rapports pas très sympathiques, mais beaucoup de rapports nous parlent des bons rapports, justement, d'entraide, d'assistance mutuelle à différentes époques, 1907, 1913, 1927, dans des villes et surtout dans les villages. On s'invite, on assiste aux noces, on se fournit mutuellement du travail parce que chacun a son domaine d'activité, donc il n'y a pas tellement de concurrence et donc on ne se tape pas dessus. Et puis surtout, en plus, il y a un domaine très particulier où les Juifs sont exclusifs, c'est le droit de distiller de l'alcool qu'ils revendent en cachette aux musulmans. Donc ça crée des liens assez sympathiques. Sauf que c'est un tableau instable, c'est toujours ça le problème. Un endroit pacifique devient brutalement d'un foyer de violence extrême, pour un rien. C'est l'instabilité permanente. Il n'y a pas de généralisation possible non plus, sinon le caractère versatile et fragile des rapports judéo-musulmans. Le caractère versatile et fragile des rapports judéo-musulmans. C'est complètement aléatoire. Il y a des villes assez curieuses. Demna, par exemple, au Maroc, n'a jamais eu de Mella, de même que Sefrou. Ce sont des îlots de paix, effectivement. Les populations juives sont mélangées avec les populations arabes. Je rappelle quand même que les Arabes sont très pauvres, hein. Ils sont maintenus dans la pauvreté, je vous l'avais expliqué, parce que la liberté du sultan ou du chef ne vaut que par sa domination sur la population juive ou musulmane, les juifs étant en plus dhimmi. Je vous l'avais longuement expliqué. Donc, ce sont des îlots de paix, mais sur un fond changeant. Ça peut changer d'un instant à l'autre. Par exemple, il y a des rapports amicaux, cordiaux ou détestables selon le moment. Le respect par un musulman est excessivement rare. Ça arrive quand même, mais ça arrive toujours en cachette, de peur que les autres musulmans s'en rendent compte et que ça fasse des histoires dans la famille. Donc, on ne le voit pas vraiment. Par contre, on aide souvent le voisin, dans les deux sens d'ailleurs, et conscient de cette situation de soumission qui ne passe pas très très bien en Europe, le sultan, les autorités du Makhzen, demandent en 1908 à l'Alliance israélite de publier des rapports sur la bonne volonté du sultan à l'égard des Juifs. Ça fait un petit peu sourire. Ce genre de rapport un peu complaisant me fait un peu penser à l'attitude de certaines huiles de la communauté juive de France aujourd'hui. Et encore plus spécifiquement, aujourd'hui même. Voilà, mais je ferme la parenthèse. Alors, pendant des émeutes, des portes musulmanes s'ouvrent et offrent assistance à des juifs. C'est vrai. Des documents, pas seulement de l'Alliance, mais du Joint aussi, et de consulats, montrent qu'il n'y a pas une culture universelle dans le monde arabe de la haine du juif. Non, ce n'est pas quelque chose d'univoque, ce n'est pas quelque chose d'unique. Malgré l'attitude oppressive, ce n'est pas un système de pensée à l'époque. En 1908, à Ceuta, 40 juifs sont assassinés dans un pogrom. 40 juifs, c'est beaucoup à l'époque, beaucoup. Intervient le cheikh Omar, qui lui-même coupe la tête de l'un des assaillants et signifie par là même que les pillards seront punis.
Et ce faisant, il sauve le reste de la communauté qui était vraiment en très mauvaise situation. Le cheikh. Très curieux. Voilà. Voilà. Et puis, il y a beaucoup de témoignages, même en Iran, qui parlent de gestes de solidarité et d'assistance lors de pogroms. Par contre, il n'y a que très rarement justice. Ça, c'est récurrent et presque tous les rapports de l'Alliance, mais également ceux des consuls, soulignent la condition juive dégradée et surtout l'absence absolue de justice équitable. Et vous savez combien la justice, c'est important, n'est-ce pas? Là, vous parlez d'un personnage qui s'appelle Édouard Saïd. Ah, beaucoup d'entre vous le connaissent. Édouard Saïd, un écrivain, un Palestinien, et il dit dans son livre sur l'orientalisme occidental qu'on se permet aujourd'hui avec les Arabes ce qu'on ne s'autorise plus avec les Juifs et les Noirs, en parlant de l'esprit arabe, de la mentalité arabe, etc. Alors ce monsieur, c'est pas un ami, hein, je vous le dis tout de suite, oublie juste un petit peu vite que les Juifs et les Noirs se rattachent dans l'histoire à la figure d'un opprimé, pas de l'oppresseur. Or, les Arabes ont la figure d'oppresseur et non pas d'opprimé. Ils essayent de faire passer ça, vous le savez bien, encore aujourd'hui et largement. Alors, Édouard Saïd, il est né en 1935, pardon. Il est décédé en 2003. C'est un chantre des Palestiniens et il a très, très largement, pourquoi je vous en parle? Parce qu'il a largement contribué à réécrire l'histoire, notamment l'histoire postcoloniale, tout en reconnaissant, avec beaucoup de bémols, la validité du projet sioniste. C'est intéressant, parce qu'on ne peut pas le taxer d'un parti pris absolu, puisqu'il a mis ce petit bémol dans ses textes. Mais il a écrit un bouquin qui s'appelle « L'Orient, créé par l'Occident », et là-dedans, il parle de la domination occidentale sur l'Orient, de la diabolisation de l'islam. Tiens, c'est marrant, on diabolise l'islam. C'est plutôt le contraire en général, mais enfin, c'est de ça qu'il parle. Du problème de la Palestine, évidemment, et de la perte de l'usage de la langue arabe par les populations autochtones. Alors, il n'a qu'un prisme de lecture, c'est l'occidental qui remodèle le modèle oriental. Et c'est très dangereux parce que dans son écrit, et c'est un écrit qui est très largement diffusé, Édouard Saïd est lu, imprimé, réimprimé, c'est quelqu'un qui est largement diffusé. Il a complètement occulté le côté conquérant de l'islam, il l'a totalement ignoré. Il a totalement ignoré qu'un des paramètres de l'islam constitue à réduire les minorités au statut de dhimmi, et également il a occulté, mais c'est un petit peu plus ancien, une pratique industrielle de la traite négrière. Tout ça est effacé des bouquins d'Édouard Saïd. Or, il est une référence historique, historienne, de l'histoire postcoloniale du Moyen-Orient. Donc, c'est un personnage dangereux dont le livre fait énormément de tort. Il n'a jamais interrogé les fondements culturels de la société musulmane et qui ont pourtant produit tout le système d'oppression des minorités. Il n'a jamais posé la question. Il n'y a pas d'oppression en terre d'islam. C'est ça la réécriture. C'est le fait d'ignorer un élément négatif délibérément, voilà, de réduire les Arabes à des opprimés alors qu'ils sont en fait des oppresseurs. C'est ça la réécriture. L'orientalisme a figé les sociétés dans la situation où elles étaient, alors que l'Alliance israélite cherche à sortir les Juifs de cette situation. Et elle pense largement dans ses écrits que les Juifs sont parfaitement récupérables, capables de sortir de cette situation d'humilité et d'asservissement.
on va s'y employer, ce sera long. Ce sera long parce que des siècles d'oppression ne s'effacent pas comme ça. Mais on va leur apprendre à ne plus courber les chines, à relever la tête. C'est tout le mouvement de libération de la fin du 19e, début du 20e, qui heurte tellement les consciences musulmanes. Et tout de suite, d'ailleurs, les premières manifestations d'émancipation se heurtent à l'hostilité des musulmans. On dit qu'ils sortent de leurs limites. Alors, ils sortent tellement de leurs limites qu'en 1884, le sultan rappelle aux Juifs de ne pas dépasser les bornes assignées et d'observer leurs devoirs. 1884. Ah ouais, ils exagèrent quand même. Voilà. Les Juifs doivent, quelle que soit leur situation, vivre modestement. Marquez ça, c'est un conseil qu'on peut donner à beaucoup de gens. Hein. Aujourd'hui aussi. Paraître pauvre, peut-être pas nécessaire, mais ce n'est pas la peine de faire de l'étalage. Paraître pauvre pour ne pas offenser le musulman. Car Dieu dit le Coran, c'est quand même plus intéressant. Chapitre 2, sourate 58, que Dieu a ordonné que les Juifs soient pauvres. Voilà. Donc, peut-être être fortunés, mais ils ne doivent pas le montrer. Il faut rester discret. Encore une fois, je répète, ça nous ferait du bien à beaucoup d'entre nous de nous montrer discrets et un peu moins ostentatoires, ce serait pas mal non plus. Mais pas pour les mauvaises raisons du Coran, chapitre 2, sourate 58. Alors, une petite frange justement de cette communauté enrichie, notamment grâce au commerce avec l'Europe, souvent protégée par les consuls, parce qu'une protection qu'on recherchait, la protection consulaire, se montre très ostentatoire justement, et entraîne une réaction très vive du sultan, du Makhzen. On n'accepte pas ça. Qui rappelle que ce n'est pas parce que l'Europe est aux portes du Maroc ou présente en Algérie que les Juifs ne doivent pas être maintenus dans l'avilissement, sont les termes du sultan, et se sentir inférieurs par rapport aux musulmans. Déclaration de 1890. C'est quand même soigné. Et toute la communauté va subir les conséquences de justement ce comportement ostentatoire d'une petite minorité enrichie. Il faut penser qu'on fait partie d'une communauté, qu'on n'est jamais seul. Et donc, avoir des comportements en rapport, je ferme la parenthèse. Alors, il y aura une réaction très vive. Ça veut dire qu'on va réappliquer le statut de dhimmi de façon violente pendant quelques années. Ça se passe en 1890. Et voilà ce que dit le sultan. Les Juifs sont devenus depuis quelque temps très libres, très hardis, très audacieux dans leur rapport avec les musulmans. C'est inacceptable, tout simplement. 1933, c'est l'arrivée des nazis au pouvoir. Alors là, il se passe un phénomène très intéressant parce que du coup, les Juifs du Maroc vont se sentir complètement solidaires des Juifs d'Europe et vont se regrouper. Et on va voir défiler dans des manifestations justement ces Juifs enrichis avec les Juifs du Mellah. Tout le monde ensemble. Et c'est un choc terrible pour les Arabes. C'est un choc terrible pour les Arabes de voir que des notables Juifs défilent au coude à coude avec la masse des Juifs du Mellah. Et dès 1933, la police française, évidemment ils sont toujours là, ceux-là, dit que les Marocains sont excédés par l'arrogance insupportable des Juifs. Mais nous sommes en 1933, c'est pourtant bien avant la guerre encore. Police française au Maroc. Les Marocains sont excédés par l'arrogance insupportable des Juifs. En fait, ce qui est important aux musulmans, c'est pas tant l'enrichissement des Juifs, l'éducation des Juifs. OK ? Ils les jalousent, d'accord, on a vu ça, mais c'est pas ça ce qui est grave. Ce qui est grave, c'est les effets de cette soumission du Juif qui s'estompent petit à petit. C'est les structures mentales, sociales de l'islam qui sont en train d'être agressées par cette accession des Juifs à une émancipation.
l'ordre naturel des choses, encore une fois naturel, l'ordre naturel des choses est bousculé, les mentalités arabes sont mises à l'index, le droit de suzeraineté est bafoué, c'est la rupture du contrat entre les musulmans et les dhimmis. Et ça, c'est extrêmement grave, et c'est notamment illustré par quelque chose de voyant, c'est que les Juifs abandonnent le costume qui leur est imposé pour s'habiller à l'européenne, ce qui est un choc absolu pour les Arabes, notamment du Maroc. Et il faut rétablir l'ordre, un ordre désorienté, en ramenant les Juifs à une plus juste conception du respect qu'ils doivent au Maroc et à l'égard de la communauté musulmane. 1933. Alors évidemment, tout ça baigne dans ce qui se passe en Europe un petit peu, vous allez voir que ça a un peu changé. Sous Vichy, ouais, j'ai tout de suite fini. Sous Vichy, le Makzen va retrouver un peu d'autorité. Vous savez qu'avant, fin du 19e, début 20e, il y avait des luttes tribales permanentes entre le Makzen et puis les caïds locaux, et les Juifs faisaient chaque fois les frais de l'opération. Nous l'avons vu à plusieurs reprises. En janvier 1941, donc nous sommes là en pleine guerre, le grand vizir Mohamed el-Mokri, certains d'entre vous peut-être peuvent se rappeler de ce personnage, rappelle que les Juifs ne doivent pas oublier leurs conditions de dhimmi et en aucun cas, sous peine de danger, s'écarter de leur vie traditionnelle et des limites dans lesquelles elle s'est toujours déroulée. 1941, le grand vizir Mohamed el-Mokri. Donc c'est clair, on remet toute la communauté juive à sa place. Pas très bien marché, mais c'est autre chose ça. Il est, entre autres, interdit à un musulman de travailler pour une maison juive. On reprend ce thème. Et puis alors, la guerre se passe. La victoire alliée de 1945 modifie complètement les faits. Mais modifier les lois ne signifie pas changer l'état d'esprit, les soucis psychiques de la dhimmitude, et la volonté de l'islam reste totale de maintenir les Juifs dans une situation d'infériorité. La tolérance, et je vous l'ai déjà dit, c'est dite cette phrase, la tolérance ne vaut que par la soumission du dhimmi. Si celui-ci la conteste, la tolérance disparaît. Voilà. Alors, j'en ai fini pas du tout avec les Juifs du monde arabo-musulman, mais ça fait quand même 15 mois, ça fait pas mal, qu'on se promène ensemble dans les terres d'Afrique du Nord. On a commencé d'abord avec le Yémen, et puis on s'est promené dans l'Atlas avec un livre extrêmement intéressant. On a eu beaucoup de choses ensemble, on a plus que situé la situation. On va aborder ensuite, on verra la deuxième moitié du XXe siècle, parce que là c'est tout à fait déterminant, disons à partir de 1930, grosso modo, jusqu'à la fin des communautés juives, essentiellement du Maroc, mais également de Tunisie, de Libye, etc., à la lumière et de la guerre d'un côté, et d'autre part de la renaissance d'Eretz Israël. Mais on va faire une pause, parce que je crois que tout le monde, enfin en tout cas certaines personnes l'ont bien fait comprendre, on est un peu fatigué de cette histoire, et on ne va pas se revoir avant 3 semaines pour cause de Pessah entre les deux, et puis il faut aussi que j'aille manifester. Voilà, donc je n'ai pas le temps de préparer un cours, non. Blague à part, Rolamoi et Pessah, on ne fera pas cours, donc on se retrouve dans 3 semaines. Et nous allons parler de quelque chose d'un peu plus souriant, c'est l'histoire des pirates juifs des Caraïbes. Alors ça commence avec l'histoire des pirates elles-mêmes, mais on verra que les conséquences de leurs actions vont se dérouler jusqu'à aujourd'hui. Les successeurs, les descendants de ces pirates juifs des Caraïbes vont se retrouver aux États-Unis. Ce sont des Juifs d'aujourd'hui en Amérique, mais pas seulement eux, évidemment. Et voilà, c'est une histoire un peu plus souriante. Pour la bonne bouche, je vous signale que dans quelques îles des Caraïbes, il y a 2, 3 petits cimetières où on peut voir des tombes
sur lesquels sont gravés une tête de mort avec les deux tibias, qui est le symbole des pirates. Et dans les tibias sont croisés comme ça, dans le V inversé en bas, est rajouté un Magen David. Ce sont nos fameux pirates juifs des Caraïbes, dont je vais vous raconter l'histoire à partir de dans 3 semaines. En attendant, à tout le monde, Pessar, Sameach, Kacher, Kacher et le Sra, Sameach, c'est un autre chapitre, en espérant que notre pays retrouve un petit peu ses esprits et que nous arrivions à nous entendre. Voilà. À bientôt. Maintenant, s'il y a des questions, je suis à votre entière disposition. Tu peux ouvrir ton micro. Ah oui. Moi, je suis ouvert, hein, c'est Johan qui n'est pas là. Je vais l'appeler. Les gens peuvent ouvrir, à mon avis. Vous pouvez ouvrir vos micros, on verra bien si ça marche, je ne sais pas. Le chef, il n'est pas là. Non, ça ne marche pas. Bon. Qu'on va faire. Johan, il a raté la sortie. Parce qu'il a morali après. Bon, on a plein de cours. Hein. Oh là là. Il y en a tous les jours, pour tous les goûts, à toutes les heures. Est-ce qu'on va être intelligent? Il doit être sur morali. Hein. Voilà. Je crois que même Brigitte a essayé de lui téléphoner. Brigitte, on lui a envoyé un WhatsApp. On verra bien s'il réagit. J'ai un appel en cours. Ah ben, écoutez, je vais vous raconter juste l'idée des pirates juifs des Caraïbes. Ne les voyez pas comme des voyous de grande mer, de haute mer. En fait, ce sont des juifs conversos, d'anciens marans, enfin des marans, ce qu'on appelle des marans, mais le terme de maran est extrêmement péjoratif. Donc, je préfère parler de conversos, qui ont pris la mer au XVIe siècle avec comme projet de se venger des Espagnols qui avaient expulsé les Juifs d'Espagne en 1492. Et donc, ils ont pris la mer et n'ont jamais attaqué que des galions espagnols. Jamais de bateaux français ou de bateaux anglais. Ils n'ont attaqué, c'est une vengeance, une vraie vengeance. Et c'est cette histoire-là que je vais vous raconter, avec en plus l'aide de Christophe Colomb, dont on pense qu'il était lui aussi un marin, pas tout à fait avéré, mais en tout cas, il était très proche des Juifs, ça c'est certain. Toute une histoire avec Christophe Colomb, qui était propriétaire d'une île, dans laquelle il a fait venir les Juifs pour qu'ils puissent échapper à l'Inquisition, parce que celle-là n'était pas prévue au programme. Enfin, vous voyez que c'est tout un chapitre très vivant. Je ne vois pas ce que tu écris. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est un chapitre très vivant, qui a eu beaucoup de conséquences et ça nous change un petit peu des misères, soit de Pologne, soit du Maghreb, parce que ce n'est pas beaucoup mieux d'un côté que de l'autre. Il n'y a rien, Georges, je ne peux pas. Rien, ben, je ne sais pas, Johan, pas content. Voilà. Si, je suis là. Ah ben voilà, ben, écoute, on t'attend là depuis 6 minutes. Allez, super. Razak ou Baruch, il y a eu plein d'informations sur le chat. Et attends, je permets d'ouvrir. Voilà, super. Voilà, Razak. Pessar Kacher et sa mère, vous pouvez réagir maintenant. Alors, Mais non, pas du tout.
Voilà. Alors, Georges, à propos de ce que tu as dit, si tu m'entends? Oui, ça va. Oui, on t'entend, on t'entend. Voilà. Alors, à propos de ce que tu avais dit, qui voulait effacer, évacuer tout ce qu'il y avait comme judaïsme à l'intérieur du Coran, il y a encore plus fort que ça. Parce que j'ai appris donc du professeur Léon Ashkenazi Manitou, veille de Pâques, Ehad mi yodea, Ehad ani yodea. N'est-ce pas, tu connais ce chant-là. Et donc, il nous a appris, pour le premier jour, tout était en hébreu, deuxième jour en espagnol, en français ou en judéo-arabe. Et donc, il disait Wahad min ya'rif. Il chantait Wahad min ya'rif. Wahad ana Wahad huwa Allah al-Wahadi. Wallahu, wallahu, wallahillahu. Et son maître, ou un de ses maîtres de la yeshiva de Etz Haïm à Oran, quand je lui posais la question, les Juifs, enfin, ils chantent aussi avec Allah, il m'a dit oui, le terme de Allah vient de Eloah en hébreu, Elohim. Donc il faut même changer le nom du créateur chez eux. Comme ça, il m'a dit. Allah vient de Eloah, qui est le Midat ad-Din, n'est-ce pas? Et donc, ils ont choisi l'épée, le sabre, plutôt que. Et donc, ça vient de Elohim, Midat ad-Din. Voilà. Donc, même ça, il leur faudra enlever. Oui, je suis d'accord avec toi. Ce que je disais, c'est que ça allait sérieusement amincir l'épaisseur du Coran. Et il y avait aussi la famille Nassi aussi qui faisait la guerre contre les Espagnols avec leurs bateaux aussi, je crois. Ça c'est une autre affaire. Ça, c'est Oui, pour la oui, prochaine fois. Mais mon mari a été avec des étudiants arabes, enfin musulmans, pour l'indépendance du Maroc. Ils étaient très, très amis. Et quand l'indépendance a été déclarée, il est arrivé, on lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as rien à faire ici. Ah oui. Ah, voilà. Ben voilà. C'est exactement, Nicole, c'est l'illustration de ce que je disais. C'est versatile. Oui. Ça va très bien et d'un instant à l'autre, ça tourne au vinaigre. Et Et chez c'est nous, difficile à vivre au quotidien. Oui, C'est oui, oui. difficile. Merci C'est- pour ce témoignage. Voilà. Et c'est pour ça que chez nous, on dit En emuna bagoy, afilo arba'im shana bakever. C'est ce qu'on Oui, disait. c'est ça. Oui, tout à fait. N'ai pas confiance dans nos juifs, même Même 40 ans après sa Et mort. alors, chacun peut vous raconter son histoire. Absolument. J'imagine qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais, Je vais ouais. essayer de vous expliquer un petit peu ce que je peux, comme Modeste Ashkenaz, vous raconter, parce que je n'ai pas l'expérience du vécu dans ces pays. Mais par contre, je suis quand même content d'avoir un peu rectifié une vision un peu trop idyllique qu'on avait de la vie des Juifs en terre d'islam, parce que ce n'était pas le cas. Ça n'était pas le cas. Je vais te poser une petite question, Georges. Tu as dit tout à l'heure qu'à un moment donné, les Juifs ont abandonné l'habit qui leur avait été imposé. Oui? Est-ce qu'il y a eu des sanctions? Non. Ah, Non, 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 il ne faut pas oublier qu'il y avait le protectorat. d'accord. Effectivement, seulement, c'était, tu sais, c'est toujours la même histoire. Par exemple, on a signé la paix avec l'Égypte, on a signé la paix avec la Jordanie. C'est vrai que les autorités gouvernementales ont signé la paix, elle est signée, elle existe, c'est vrai. Mais d'ici que les populations adhèrent à ça, il y a un long chemin et c'est difficile. C'est vrai aussi pour les accords d'Abraham. Pareil, et je ne les rejette pas du tout, loin de là. Mais entre les décisions des dirigeants et l'acceptation de ces décisions par les populations, il y a un long chemin à franchir. Et l'islam, et notamment au Maroc, ils ont été choqués de ce qu'on bouscule les traditions, les codes de la société. C'est pas pensable, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'enrichissement du juif, bon, était un peu jaloux, d'accord, c'est vrai. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est qu'il échappe à la soumission. Ça, c'est impensable. C'est structurel dans la société musulmane, ce qui va provoquer beaucoup de réactions. Maintenant, le XXe siècle va être émaillé d'un antisémitisme musulmano-chrétien, on va dire, parce qu'on va cumuler les deux. Et ça, notamment avec la renaissance d'Eretz Israël, mais ben, c'est comme ça. Et à Jérusalem, pour ajouter encore quelque chose, jusqu'en 1948, quand on insultait un juif, on lui disait « Bladi bladna ou yahoudi klabna ». Le pays, c'est mon pays, et le juif, c'est mon chien. « Bladi bladna ou yahoudi klabna ».
C'était comme ce sont des gens qui étaient ici, parce que je leur ai dit, quand on était insultés au Maroc, comment c'était à Jérusalem, eux qui sont nés ici, Bladi, Blad, Naoulia, Oudi, Klabna, voilà, c'est tout. C'était comme ça qu'à Jérusalem, C'est violent, hein? c'était normal, quoi. C'était une petite Oui, chanson. c'est ça, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Mais c'est très violent. Et voilà. Ah oui. Ah oui. Oui. Non, c'est bien d'avoir des témoignages comme ça qui nous Si je donnent peux des… encore ajouter une petite quelque chose qui c'est pas comme tu as dit au niveau du positif, que tu avais dit qu'il y avait des gens qui allaient dans une synagogue, ils ont embrassé un super Torah, une fille Oui. qui était malade comme ça. Alors une fois, quand je suis rentré à Rehov Yafo, j'ai commencé à descendre tout de suite, direct, des escaliers. Et je suis arrivé à la hauteur d'un magasin de souvenirs, quelque chose comme ça. Et là-bas, comme dans d'autres magasins, il y a des choses qui étaient écrites sur l'islam, un verset de protection. J'ai vu la photo d'une jeune fille dont tu as parlé tout à l'heure. Je me dis, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce visage me dit quelque chose, n'est-ce pas? Même si ce n'était pas une photo, n'est-ce pas comme ça? Oui, c'est la reproduction du tableau de Delacroix. Mais là, comment appelle-t-on ça? Mais là, le cafetan, enfin, le vêtement qu'elle porte, il n'est pas de chez moi. Pas dire de chez nous, mais pas de chez moi. Et quand j'ai posé la question, n'est-ce pas, au vendeur qui attendait les touristes dehors, je lui dis, c'est quoi cette photo-là? Il m'a crié, c'est la juive. Actuel. Exact. Simplement, elle portait le laksouya kbira avec la broderie de Turquie, mais pas la broderie de, comment appelle-t-on ça? C'est Delacroix qui a fait ce tableau. Il y avait Voilà. pas de photo à l'époque. Et donc il avait, c'est la juive, et j'ai dit, lui-même était, j'imagine qu'il devait être maghrébin, n'est-ce pas? Parce que bon, il y a beaucoup de trucs, il y avait le quartier des maghrébins, n'est-ce pas, à la place là où il y avait le mur de lamentation, mais tout de suite, comme ça, c'est la juive, c'est-à-dire, Oui. elle me protège, et lui était un bon musulman, n'est-ce pas? Oui, mais alors comment je voilà, vais? mais c'était un tableau de Delacroix. Alors évidemment, il y a la fantaisie du peintre aussi. Oui, hein. oui, oui. Oui, parce il qu'il est très réaliste. continue à parler. Il continue à parler, donc je n'ai pas fait attention. D'accord. Voilà. Et d'autres questions? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Vous m'entendez? oui, je t'entends, Ariel. D'accord. En 1956, quand Bourguiba est monté au pouvoir et qu'ils ont commencé à mettre les Français dehors, la femme arabe qui était notre aide ménagère, du jour au lendemain, elle travaillait chez nous, etc. Du jour au lendemain, elle est venue chez nous. Elle a dit à ma mère, à partir de maintenant, moi, je vais habiter dans ta maison et toi, tu vas venir être la femme de ménage. Ouais, voilà. Le plus marrant, c'est pas ça. C'est qu'elle est venue, elle était furieuse. Pourquoi tu es furieuse? Je suis montée dans le bus. Normalement, elle marchait pendant je sais pas, des heures, des kilomètres pour venir travailler. Et elle marchait pieds nus. Elle est montée dans le bus, on lui a dit il faut payer. Comment ils vont le payer? Bledna, c'est notre pays. Et oui. Comment ils vont payer? Oui, mais voilà. Au Maroc, c'était la même chose, le 2 mars, n'est-ce pas? Le 2 mars, quand même, parce que les Français ont descendu le drapeau le 1er mars. Donc, ils ont monté le drapeau marocain. Le 2 mars, tous les Arabes qui montaient dans l'autobus, ils ne voulaient pas payer. Ils ont dit, ça nous appartient. Comme ça qu'on m'avait raconté, moi j'étais tout petit, on disait, ah non, il faut payer, mais on payait aux Français, on ne peut pas payer maintenant. C'est à nous maintenant, la CTM et tout le reste aussi, c'était à Casablanca, enfin au Maroc, j'imagine. C'est tout. Bon, le principal, c'est qu'on soit… Tous beaucoup de petites histoires à raconter. Alors, ouais. on se retrouvera bientôt. Ouais, c'est pour ça que à propos de Kiyar, on dit c'est Kol Israël Chaverim, n'est-ce pas? Ouais. Alors moi, avec tes conférences de Georges Ben Soussan, enfin d'autres personnes, je dis Kiyar Chafyud, fait, Kol Israël, Yesh Lahem, Helek Le'olam Haba. Ils sont venus avec la modernité et ils ont cassé les chaînes et personne ne voulait rester pour redevenir au statut d'aujourd'hui. Kiyar, Kol Israël, Yesh Lahem, Helek Le'olam Haba. On est parti. Oui, évidemment, ça c'est clair. Petit à petit, la mentalité a changé et on a cassé les chaînes, comme tu dis, c'est exactement le terme, et on s'est émancipé. C'est inacceptable dans le monde de l'islam. Je vous précise quand même que réfléchissez un petit peu à la situation dans notre pays, où beaucoup de musulmans ici sont dans une situation d'infériorité par rapport aux juifs. Ça travaille dans les mentalités, ça les travaille, c'est difficile pour eux d'accepter ça, mais c'est comme ça, voilà.
Et c'est très bien comme ça. Et j'ai aucun regret, je ne mets pas de bémol. Je dis simplement qu'on peut essayer de comprendre parfois leur mentalité, je n'ai pas dit l'accepter, loin de là, mais ça sous-tend toute l'inconscient et le conscient de l'islam. C'est comme ça. Voilà. Alors, c'est assez indigeste pour eux de voir ces juifs ici. Voilà. Mais on peut leur donner des petites pilules Alka-Seltzer, ça aide à digérer. Les Juifs étaient des zimistes sous l'occupation ottomane. Alors, comment Oui. on fait tout d'un coup, ils deviennent des patrons? Oui, mais la mémoire, elle est sélective. Elle est toujours sélective. J'ai raconté tout à l'heure, ce bouquin d'Edouard Saïd, il est important, hein, parce qu'Edouard Saïd a complètement réécrit l'histoire. Et ça marque fortement les réflexions et le mode de pensée des musulmans aujourd'hui. Notamment, je parle sur le plan politique. C'est un personnage important. Hein. Voilà. Alors, à tout le monde, תודה רבה. dans 3 semaines, on naviguera sur d'autres eaux. À bientôt la famille. Merci.